Bonjour et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Polycrise, le mot a été lâché par le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors de son dernier discours sur l'état de l'Union. Il désignait cette Europe soumise simultanément à plusieurs défis, le terrorisme, la migration, la récession, le délitement. Alors, comment le club des 28 peut-il rester uni et surtout efficace face à tous ces défis? Seront-ils assez créatifs? Auront-ils aussi la volonté politique de tirer la construction européenne de ce mauvais pas? Ou alors allons-nous, en 2016, enterrer une certaine idée de l'Europe? Nous allons en parler. 4 gros chapitres pour 4 invités particulièrement informés, puisque nous avons en notre compagnie Gaëtane Ricarniou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef adjointe de la représentation à Paris de la Commission européenne. Vous êtes en compagnie aujourd'hui d'Yves Bertoncini, bonjour. Bonjour. Directeur du think tank européen, l'Institut Jacques Delors. Face à vous aujourd'hui, Guillaume Clossat, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Union européenne de radio, télévision et d'ailleurs auteur d'un livre sur ce thème, Europe, la dernière chance. Sur le thème des multicrises. Des multicrises, voilà, polycrise. Et puis, Sophie Péder, avec nous également. Vous êtes la chef de bureau de Paris de The Economist. Merci à vous d'être avec nous. Alors, polycrise, c'est un mot qui ne fait pas plaisir. On dirait un peu polype, cancer. C'est grave, docteur, nous dit la chef de la représentation de la Commission, puisque le terme a été employé par le patron de la Commission. Oui, c'est assez clair, c'est-à-dire que l'Union européenne fait face simultanément à différentes crises, mais je crois qu'il l'a utilisé aussi d'une manière, je dirais, positive pour montrer que l'Union européenne était capable de répondre à plusieurs crises simultanées, justement parce qu'elle a la capacité dans ses institutions, dans la manière dont elles ont été conçues, de trouver des solutions pacifiques à des situations complexes et difficiles. Alors on a retenu 4 grands chapitres et on commence par celui qui est évidemment le plus d'actualité, qui est remonté dans les priorités, le terrorisme, l'Europe confrontée à un ennemi mortel intérieur, un ennemi intérieur qui terrorise les populations et dont on nous dit qu'on ne sait pas d'ailleurs se débarrasser à 100%, qu'il n'y a pas de sécurité optimale. Oui, c'est quand même au moins un ennemi sur lequel il y a un consensus européen. Ce n'est pas le cas sur d'autres crises. Un consensus sur le fait que c'est une menace, le terrorisme islamiste, à combattre à sa source, tout de même aussi, en Syrie, au Proche-Orient, hein, l'État islamique, Al-Qaïda. Il faut combattre à la source, mais aussi effectivement en notre sein, puisque beaucoup des terroristes sont nés sur le sol européen. Donc il y a quand même une convergence de diagnostic, combattre cette menace, le faire en commun. Alors évidemment, il y a des réflexes souvent qui sont des réflexes nationaux. On peut, pour la galerie, parfois rétablir un temps le contrôle aux frontières nationales, sauf que les terroristes, on ne les arrête pas aux frontières, comme le montrent très bien d'ailleurs les arrestations récentes, puisqu'on a pu, sur la base d'une coopération policière, notamment franco-belge, démanteler certains de ces réseaux terroristes. Quand vous dites pour la galerie, on peut se poser même la question des mesures qu'on nous dit concrètement on est en train de discuter, de prendre sur le PNR, donc les passagers aériens, sur la collaboration des polices, des renseignements, etc. Est-ce que c'est pour la galerie, là, en l'occurrence, ou est-ce que c'est véritablement des avancées concrètes? Il y a des choses qu'on ne voulait pas prendre avant et que la crise, enfin, en tout cas la crise terroriste fait qu'on va les prendre. On va mieux partager l'information, on va mieux coopérer, notamment les forces de terrain. On va partager des informations que les États membres ne partageaient qu'avec les États-Unis et pas entre eux. Donc tout ça est plutôt bien. Mais ce qu'il faut aussi, c'est s'adresser aux racines du mal. Et il faut bien comprendre que le développement de l'État islamiste, d'Al-Qaïda, etc., il est lié aussi au désengagement des États-Unis du Moyen-Orient et à l'incapacité de l'Europe à se constituer en force alternative. C'est là-dessus qu'il faut qu'on pense aussi à l'après-État islamique. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer la donne dans un voisinage qui a complètement implosé en 10 ans. Imaginez qu'il y a 10 ans, c'était la sécurité partout autour de l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a que des menaces. Voilà. Est-ce que dans l'intervalle, l'Europe ne doit pas s'habituer à vivre sous menace terroriste? Et c'est ça la nouvelle donne. Ça existe déjà. Je pense que, notamment à la France, où il y a un état d'urgence depuis le mois de novembre dernier, qui existe toujours, qui sera sans doute prolongé parce que la France va recevoir les équipes pour le championnat de foot au mois de juin.
Et c'est quelque chose que nous, les Britanniques, on a vécu ça un peu dans les années 70-80 avec l'IRA, donc le terrorisme irlandais. Et on s'habitue au fait qu'il y a des attentats et des morts. C'est horrible, mais il faut s'habituer à vivre avec ça et avec toutes les contraintes que ça implique sur la vie quotidienne des gens. Des files d'attente pour entrer dans des musées ou dans les magasins. Ou le fichage aussi, parce que c'est des contraintes par rapport à votre liberté civile. Oui, il y a exactement. Surtout dans un pays comme la France actuellement, sous état d'urgence, où forcément il y a moins de liberté, plus de sécurité, plus de droits pour les policiers d'arrêter, de faire des perquisitions et de mettre les personnes sous arrêt assignation à résidence. L'Union européenne elle-même, d'ailleurs, qui était visée dans les derniers attentats de Bruxelles à travers cette symbolique station de Malbec qui est au pied de ces institutions, de la Commission en particulier, est-ce que cette Union visée par les terroristes, elle sait se défendre contre eux ? Je pense que oui. Évidemment, c'est pas depuis les attentats quand même que l'Union européenne s'intéresse à ce type de problème. Il faut quand même le dire aussi. Notamment, cette commission avait prévu de mettre sur la table un agenda de sécurité qui était déjà assez vaste. Ça a été accéléré. Et je voudrais souligner quand même la capacité d'accélération des institutions aussi, parce qu'on dit souvent que ça met du temps. Si vous regardez comment ça a été accéléré sur la directive sur les armes, comment ça a été accéléré pour le contrôle de tous les citoyens aux frontières extérieures, y compris Union européenne. Il faut aussi, de temps en temps, saluer le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, on arrive à accélérer les choses. À 28, il ne faut pas l'oublier, à 28, et on y arrive. Et la Commission, je crois, son rôle de moteur est essentiel dans ces moments-là. Alors, on passe au chapitre qui est très lié quand même, ou en tout cas que certains pays ont lié d'ailleurs. Il faut en discuter. Chapitre 2, les migrations, avec un flux qui s'intensifie, Yves Bertoncini, et l'Union européenne qui est en mal de solutions, alors on a l'impression presque qu'il les sous-traite à la Turquie. Alors, c'est la Turquie qui va régler nos problèmes de réfugiés. Non, vous dites très bien que certains pays ont lié les deux phénomènes. En réalité, là, il y a une vraie divergence d'appréciation en Europe. Les demandeurs d'asile sont des victimes. Mais pour certains pays, y compris la France, ce sont plutôt des menaces sociales, des menaces identitaires, voire des menaces sécuritaires. Ça complexifie le règlement européen du problème, si je puis dire, puisque à partir d'un diagnostic divergent, il est difficile d'agir en commun. Et pour autant, les Européens ont commencé à agir en commun, y compris dans la dernière période avec sa plan d'accès UE-Turquie. Et si on regarde les chiffres, en tout cas à très court terme, il y a plutôt en réalité une réduction du flux des demandeurs d'asile qui se présentent maintenant à la frontière gréco-turque. Il faudra voir si c'est durable. Dans tous les cas de figure, le problème vient du fait que les images nous l'indiquent, mais nous trompent. Les Européens, beaucoup d'entre eux se vivent comme une petite île pauvre, Lesbos aujourd'hui, Lampedusa hier, alors que les Européens ressemblent davantage, l'Europe ressemble davantage à l'Allemagne, c'est-à-dire pas du tout petit, pas du tout pauvre, en capacité d'accueillir les demandeurs d'asile, en renvoyant ceux qui n'ont pas vocation à entrer. Mais puisqu'il y a eu cette divergence d'approche qui renvoie beaucoup à la perception de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes forts, comme l'a dit Angela Merkel? Est-ce qu'on va y arriver? Ou est-ce que nous sommes faibles, comme le pensent les Français? Est-ce qu'on va y arriver au prix de ce que certaines ONG dénoncent comme une sous-traitance du problème des réfugiés à la Turquie, qui est un État qui a des problèmes d'état de droit conséquents, de liberté journalistique également. Est-ce que là, on n'est pas en train, finalement, en quelque sorte, renoncer aussi aux valeurs de l'Union européenne? Je pense qu'il y a un vrai sujet. D'abord, la Turquie, ça nous permet juste de gagner du temps, parce que, soyons clairs, la Turquie ne pourra pas intégrer non plus des centaines de milliers de réfugiés. Il y en a presque 3 millions aujourd'hui. Que Erdogan tire parti de la situation aussi pour renforcer son pouvoir, qui est un pouvoir plutôt autoritaire, notamment par rapport aux médias. Et il est certain que dans l'accord, Union européenne, et nous, dans l'accord, on doit mettre la pression maximale pour que la Turquie respecte ses engagements démocratiques. Et donc, il y a un vrai sujet pour nous, si on veut être conforme à minima avec nos valeurs, qui est de se donner les moyens de vérifier ce qui se passe en Turquie, effectivement. Et deuxièmement, si on veut aussi être conforme à nos valeurs, notre intérêt, c'est de ne pas remettre en question le droit d'asile tel qu'il a été conçu au lendemain de la guerre.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1950, quand on a créé le droit d'asile, c'était une grande victoire pour les Européens. Et l'idée était que si on retournait dans le contexte des années 30, les Européens aient des moyens de trouver asile, de se réfugier. Et aujourd'hui, parce que ce droit d'asile ne s'applique pas à des Européens, on le remet en question. Alors justement, et on remet en question, la famille européenne, ces valeurs, on la remet en question. Le fondement de la société internationale telle que créée après-guerre par les Européens. Et ça, c'est très grave. Alors votre voisine n'est pas d'accord ? Je ne pense pas qu'on remette en question le droit d'asile. C'est pas ce que j'ai dit. Vraiment, dans l'Union européenne, ça reste quand même des États de droit. L'Union européenne est un cadre de droit dans lequel existe le droit d'asile. Et c'est justement pour même avec des États à l'est de l'Europe qui disent on ne veut pas de réfugiés, surtout pas musulmans. Il n'y a pas nécessairement la même histoire et la même, je dirais, pratique, parce que l'accueil des réfugiés se faisait essentiellement dans 6 pays, en fait, dans l'Union européenne. Donc voilà, c'est nouveau pour certains pays, ce type d'approche. Mais au contraire, je pense que l'idée, c'est vraiment de le rendre le plus effectif possible, d'une manière pragmatique, en coupant absolument la route au trafic d'êtres humains. Je pense que ça, c'est important aussi. Et de pouvoir organiser la réinstallation dans des conditions meilleures. Alors, on passe justement, puisqu'on parle de cette famille européenne, de ses valeurs, de sa construction et de son avenir. Bien sûr, au chapitre 3, très important, avec la crainte du Brexit. Alors, ce mot-là est désormais sur toutes les lèvres. Et si on quittait le club, si les Britanniques filaient à l'anglaise le 23 juin prochain lors de leur référendum? C'est un risque sérieux, Sophie Péder, vous connaissez bien ce pays? Bien sûr, je suis britannique. Non, c'est un risque majeur et c'est un risque réel. Et je pense c'est très important de prendre ça au sérieux. À la différence des autres crises que vous avez évoquées tout à l'heure, crise réfugiée, crise du terrorisme, ici, on est face à une crise provoquée par les Britanniques. Ce n'est pas une crise provoquée par les circonstances extérieures ou par des forces hors de contrôle. C'est une crise imposée par le gouvernement britannique qui a décidé de tenir ces référendums. Donc c'est vraiment quelque chose un peu à part, un problème un peu à part. Mais en termes de conséquences, ça peut être tout aussi important. Je pense que c'est un risque réel, oui, parce qu'on a vu les sondages très serrés tout au long de cette campagne, avec une vraie possibilité que les Britanniques vont voter pour partir. Et si ça se passe, ça sera une confusion et une période d'incertitude assez conséquente, non seulement pour les Britanniques, parce que ça prendrait des années, minimum 2 ans, pour réécrire tous les accords qui lient la Grande-Bretagne aux autres pays européens, mais également parce qu'une fois que vous avez les Britanniques en dehors de l'Union européenne, si jamais ça se passe, les Écossais, par exemple, qui sont très europhiles et qui souhaitent rester, dans ce cas, la pression monterait en Écosse pour un nouveau référendum pour le Royaume-Uni et pour de nouveau être membre de l'Union européenne. 27 plutôt de 28 à la fin de l'année, c'est pas une bonne idée, Yves Bertoncini? 27 plutôt que 28. Allez, on redescend, on quitte le club maintenant. Puisque c'est autorisé par les traités. Absolument, l'Union n'est pas une prison. Donc si les Britanniques veulent en sortir, c'est tout à fait démocratique, ils en auront le droit. Ça sera une amputation pour l'Union européenne, une amputation d'un bras. Pas des 2 jambes. Les 2 jambes, c'est la France, l'Allemagne. On continuera à marcher sans les Britanniques. Malheureusement, moi je le regretterais, parce que je pense que face aux défis qu'on évoque depuis un instant, l'Union fait la force et qu'il nous faut évidemment les Britanniques. Mais c'est à eux de choisir. Je pense que s'ils restent d'ailleurs, ce sera pour des raisons tout à fait pragmatiques, mais aussi émotionnelles, parce qu'ils auront peur de ce saut dans l'inconnu, y compris pour le Royaume-Uni, que représenterait une sortie. Et que tout bien vérifié, la question qu'il leur est posée, ce n'est pas « tu l'aimes, l'Union européenne ». Ils ne l'ont jamais aimé, ça n'a jamais été une histoire d'amour. Mais c'est « tu la quittes ». Ça change les termes de la question. Je pense qu'ils pourraient, en tout cas c'est mon espérance, rester, y compris pour des raisons très pragmatiques, mais aussi émotionnelles. Cette union, nous ne l'aimons pas, mais elle est quand même utile face au monde très hostile qui nous entoure, dans lequel l'union, avec tous ses défauts, fait la force. Alors, 1 minute pour conclure sur notre 4e chapitre, à savoir, pour l'aimer, l'Union européenne, on pourrait penser qu'il faut qu'elle nous apporte un peu de prospérité, de croissance. Quelles sont les perspectives? Je fais un tour de table très rapide. 2016, est-ce que ça sera l'année, finalement, de l'Union européenne qui se réconcilie avec la croissance? Pas sûr. Et pour moi, il est important de donner une visibilité aux investisseurs. Et je pense qu'il y a besoin d'un plan Juncker 2 pour recréer les conditions de la croissance. Parce que le potentiel de croissance européen reste extraordinairement en bas.
la sortie du Royaume-Uni pourrait assombrir les perspectives. Donc il faut donner un signal très très fort aux Européens que l'Europe s'engage résolument dans un plan de croissance, d'investissement ambitieux. Autrement, je crains que ça soit une année morose, voire extrêmement dangereuse. Je pense que les perspectives ne sont pas bonnes pour la zone euro, y compris. Et le Royaume-Uni, c'est un peu mieux, l'économie fonctionne un peu mieux. Mais il y a également la question, oui, c'est légèrement mieux. Jusqu'au Brexit, on va. Jusqu'au Brexit, mais le problème, c'est les réformes intérieures dans les pays. C'est ça qu'il faut. Et on a vu ça en France, c'est extrêmement difficile de fluidifier, par exemple, le marché du travail. Actuellement, en France, il y a une tentative, c'est difficile, il y a des graves. Donc, c'est également une question de poursuivre ces réformes pour essayer de libérer plus de croissance. Un petit peu de pensée positive pour te conclure en un mot. Il faut un plan Juncker 2, comme le dit Guillaume, mais il faut déjà réussir. Le plan Juncker 1, il me semble que c'est en bonne voie, mais il faudrait le faire savoir davantage. Les indicateurs économiques dans la zone euro ne sont pas mauvais, ils sont plutôt bons, globalement en tout cas. Et je suis d'accord avec ce que Yves vient de dire. Avant de lancer un plan Juncker 2, essayons de réussir le plan Juncker 1 et notons qu'il est très bien avancé, avec déjà 45 projets qui vont être financés. Et la France, il faut aussi le noter, fait partie des pays qui ont le plus de projets qui sont financés. Donc, déjà, cette dynamique, et je voudrais souligner qu'on arrive à faire avancer ce plan d'investissement de nouveau avec une certaine rapidité, malgré les polycrises. Et ça, il faut le souligner, ça veut dire qu'on garde notre force d'entraînement aussi. Donc il ne faut pas désespérer de l'Europe. Merci à vous de l'avoir démontré sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie où nous recevons pour grand invité, pour continuer à parler surtout d'économie, le ministre des Finances de l'Italie, M. Padoan. À tout de suite, juste après la pause.